Merci pour votre patience. Nous allons pouvoir débuter. Alors, pour pas prendre plus de temps, je vous replace juste le contexte. Vous savez que Hello Water organise donc un suivi in situ, enfin réalise un suivi in situ depuis déjà plusieurs années sur sa station, sur sa microstation Oxyfix. Ce suivi in situ a pour but de comprendre le fonctionnement donc en réelles conditions chez les particuliers de cette microstation. Aujourd'hui, pour dresser la conclusion, nous avons deux intervenants donc qui vont faire une intervention à deux voix. Jean-François Vanek, qui est responsable technique chez Eloi Water. Bonjour, Monsieur Vanek. Bonjour, bonjour à tous. Et puis Laurent Monsterlet, qui est technicien SPANC à la CC des Portes de la Thiérache, la communauté de communes. Bonjour, Monsieur Monsterlet. Bonjour à tous. Je vais vous passer donc directement la parole. Voilà, je charge votre support. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et à tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module de chat comme à l'accoutumée. Voilà, vous pouvez y aller. Très bien, donc voilà, bonjour à toutes et à tous et merci de participer donc ce matin à cette webconférence que j'ai le plaisir donc de co-animer pour la première fois. Donc cette webconférence aura pour sujet bien, effectivement la synthèse des résultats de suivi in situ sur l'Oxyfix, donc qui est la microstation à culture fixée de chez Loa Water, après 36 mois de fonctionnement. Donc j'aurai le plaisir d'être accompagné de Laurent Monsterlet. En ce qui me concerne, donc, je suis donc responsable technique régional pour la région Grand Nord de chez Eloi Water. Donc Eloi Water, pour rappel, qui est une société qui est spécialisée dans la conception et la fabrication d'unités de traitement d'eau usée, mais pas que. On fait aussi du stockage d'eau pluviale, de la défense incendie, par exemple. Et dans mes missions, j'ai l'animation des suivis in situ qui ont lieu sur mon territoire. Avant de démarrer, je voudrais remercier un certain nombre de personnes qui m'ont aidé à préparer cette conférence. Tout d'abord en interne, mes collègues RTR, que vous connaissez certainement pour pas mal d'entre vous, Amélie et Sandrine, qui animent les suivis in situ sur leur secteur. Également, un merci à notre support R&D, à notre service support et R&D qui m'ont aidé dans l'interprétation de certaines données, donc tout particulièrement à Olivier et Marco. Merci également au service marketing qui m'ont aidé à la mise en forme de cette présentation, donc à Maxime et Sergio. Et en externe, je voudrais remercier les collectivités qui ont participé, qui participent encore à ce suivi in situ, et donc tout particulièrement la communauté de communes des Ports de la Thiérache. Et également merci aux usagers chez qui on réalise ces suivis in situ. Et enfin, merci bien à Anthony Borel qui a participé grandement à la renommée de ce suivi in situ. Alors, au niveau maintenant du plan de l'intervention de ce matin. Alors, en ce qui me concerne, elle va se présenter sur 5 axes. Alors, tout d'abord, je représenterai la démarche du suivi in situ. Donc, c'est effectivement important de pouvoir bien comprendre le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce suivi in situ? Quels sont les objectifs qu'on vise par ce suivi? Les acteurs qui sont présents et qui sont impliqués dans la démarche et le cadrage qu'on a mis en place pour avoir des résultats qui soient bien représentatifs, reproductibles et incontestables au niveau des résultats. La deuxième partie se concentrera sur les résultats et l'interprétation de ces résultats. Donc, on va retrouver un certain nombre d'informations qu'on avait déjà pu présenter les années précédentes, notamment la couverture du territoire, la hauteur de boue mesurée et la qualité du rejet. Et cette année, on a été un petit peu plus loin en voulant porter une réflexion également sur le nombre de paramètres analysés. Et sur la partie exploitation, vous le verrez, on va un peu plus loin que la simple notion de consommation électrique des compresseurs. On va apporter des informations sur la fréquence de remplacement des pièces d'usure et les coûts associés. En 3, je vous parlerai de l'apport du suivi in situ, donc
qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce que ce suivi a apporté à Hellowater, tant sur ses produits que sur nos procédures, notamment de prélèvement, et l'impact de ces évolutions produits sur les résultats. Ensuite, je passerai donc aux perspectives. Euh, Quelles sont l'ambition de demain de Hellowater sur le suivi in situ? Et enfin, en ce qui me concerne, je vous parlerai de la mise à disposition des données de traçabilité. Effectivement, quand on présente une étude avec des données, c'est toujours bien que les acteurs puissent accéder aux données publiquement. Et enfin, voilà, je passerai la parole à M. Monsterlet, qui nous apporte son témoignage sur la démarche du suivi qu'il a suivi pendant 36 mois. Alors, tout d'abord, la démarche du suivi in situ avec le contexte. Alors, il faut savoir que dès qu'Hellowater met sur le marché un produit, on fait ce qu'on appelle du monitoring interne, c'est-à-dire que des personnes de chez nous, du service support, vont sur des installations chez des usagers et vont faire une sorte de suivi, mais interne, pour vérifier la qualité du rejet, vérifier la fiabilité des différents éléments. Donc, on commercialise nos produits Oxyfix depuis 2010. Donc, jusqu'à 2013, cette démarche de monitoring est restée interne. Et ce qui s'est passé, c'est que un certain nombre d'acteurs publics ont entendu parler de cette notion de suivi in situ interne et ont été très vite intéressés pour intégrer cette démarche. Et donc, à partir de 2013, on a du coup officialisé la démarche pour la rendre accessible également aux acteurs publics, avec une volonté de couvrir le territoire le plus possible, afin de disposer d'une compilation de données sur le fonctionnement des Oxyfix. Alors, quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre lors des suivis in situ? Alors, ils sont catégorisés en trois. On a tout d'abord le fonctionnement. Effectivement, l'idée principale, c'est d'apporter des réponses sur la qualité du rejet en sortie des Oxyfix, mais également d'apporter des éléments de réponse sur les coûts d'exploitation réels d'une Oxyfix qui est installée sur une habitation à usage familial. J'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais effectivement, on s'est concentré sur des habitations avec une capacité d'accueil de 5 et de 6 pièces principales, qui représentent l'immense majorité de la capacité d'accueil des habitations en France. Le deuxième objectif, c'est d'apporter des conseils. Effectivement, au cours de ces suivis in situ, eh bien, on en profite pour prodiguer un certain nombre de conseils auprès des acteurs publics qui sont présents, des conseils sur les points de vigilance qu'ils peuvent avoir lors de leur visite de contrôle de bon fonctionnement périodique ou de bonne mise en œuvre. Et enfin, eh bien, ce suivi a pour but d'apporter des garanties, principalement pour les partenaires financiers, sur le fonctionnement et la pérennité de nos systèmes. Au niveau des acteurs, ils sont toujours au nombre de 3 minimum, que sont l'usager, le fabricant et le SPANC. Alors, pour rentrer dans les acteurs du suivi, l'usager, par exemple, doit répondre à notre protocole de sélection. Alors, ça consiste à ce que le nombre d'habitants dans l'habitation que l'on suit corresponde au seuil INSEE. Je m'explique, par exemple, quand on va faire un suivi sur une Oxyfix de 5 équivalents habitants, on va chercher une habitation pour laquelle il y ait au moins 2,4 habitants dans le logement. Et pour une 6 pièces principale, eh bien, on cherche 3 occupants minimum. Ensuite, il y a le fabricant, qui est donc Hellowater, qui anime et qui est à l'origine de la démarche et surtout qui la finance. Et le troisième acteur, eh bien, c'est le SPANC. Le SPANC est vraiment, dans cette trilogie, le garant de l'impartialité des résultats. J'aurai l'occasion de revenir sur cette notion un petit peu plus tard, mais il faut savoir que le SPANC vérifie qu'entre deux visites de suivi in situ, le fabricant ne se rend pas sur l'installation sans son accord, pour quelque raison que ce soit. Et le jour où nous faisons nos suivis in situ, eh bien, le fabricant a obligation de prélever l'eau qui est traitée par la station. Et ça, c'est le SPANC qui garante ces résultats également. Parfois, on a un quatrième acteur dans certains départements. Donc, on a effectivement les conseils départementaux, notamment, qui disposent d'une cellule d'animation de SPANC, qui nous servent de relais. Alors,
au démarrage pour trouver un usager qui est compatible avec notre protocole de sélection et après qui peuvent également nous servir de relais pour, par exemple, l'envoi des invitations auprès des différentes collectivités et SPANC du département. Voilà. Au niveau du cadrage qu'on a mis en place pour nos suivis in situ, cette notion est vraiment très importante parce que c'est certainement ce qui nous différencie de beaucoup de suivis in situ qui existent sur le terrain. On a 3 niveaux de cadrage. Tout d'abord, un cadrage administratif avec une fiche descriptive de l'installation. C'est une fiche qu'on remplit à chaque passage et cette fiche comporte des informations sur le nombre de personnes qui habitent, leur pratique, est-ce qu'ils sont actifs, est-ce qu'ils sont retraités, le nombre d'enfants, pareil, est-ce que les enfants sont scolarisés, est-ce qu'ils sont externes, internes. Tout ça nous donne des informations sur la sollicitation de la station et qui peut nous permettre d'interpréter un certain nombre de résultats. Le deuxième document majeur, c'est notre protocole de mesure qui est commun. Et comme je vous l'ai expliqué, ces suivis in situ sont animés par les différents RTR de chez Hello Water. Donc, qui dit différentes personnes qui vont faire les mesures, dit qu'on peut avoir des pratiques, notamment de prélèvement et de relevé, qui sont différentes. C'est pour ça qu'on a rédigé ce protocole commun qui cadre l'ensemble du mode de prélèvement. Ce protocole décrit par exemple le matériel qu'on va utiliser. On a tous le même matériel, la même marque, en mesureur de hauteur de boue, en taux d'oxygène, en préleveur d'eau usée traitée. Ce protocole nous impose également que l'ensemble des eaux usées traitées récoltées soient analysées par des laboratoires qui sont tous sous la certification COFRAC. Donc voilà, ça permet de limiter au maximum les biais qu'il peut y avoir entre intervenants et entre préleveurs. Et le dernier cadrage, c'est la convention tripartite qui est signée entre l'usager, le SPANC et Hello Water. Donc cette convention permet vraiment de garantir l'impartialité des résultats et définit les rôles un peu de chacun. Alors pour l'usager, ce qu'on lui demande c'est de nous laisser accès à sa propriété à la date à laquelle on aura convenu, bien sûr, ensemble avec les 3 acteurs. Pour Hello Water, cette convention décrit l'ensemble des tâches que nous allons effectuer, la fréquence à laquelle nous allons les effectuer, le mode de diffusion des résultats et est écrit également le laboratoire avec lequel nous allons faire les analyses. Et enfin, il y a le SPANC. Et lui, ce qui est écrit dans cette convention, c'est que on lui demande de nous mettre à disposition une salle le jour où nous faisons le suivi in situ. Et c'est également dans cette convention, on va retrouver les clauses avec lesquelles le SPANC peut rompre cette convention si jamais Hello Water se rend sur l'installation entre 2 visites ou ne prélève pas le jour de la visite. Au niveau des modalités pratiques, alors comment s'organise un suivi in situ? Donc ce suivi in situ, déjà, ce sont des demi-journées qui ont lieu une fois par an sur l'installation. Au niveau des participants, on en profite pour inviter l'ensemble des acteurs publics de l'ANC du département. Donc l'ensemble des SPANC, les conseils généraux et départementaux, les agences de l'eau et parfois également des bureaux d'études qui ont des missions de maîtrise qui de maîtrise d'œuvre publique sur de l'ANC. Au niveau organisation et animation, il y a Hello Water qui anime et qui finance. La demi-journée est découpée en 3 temps. Donc nous avons un premier temps théorique en salle où nous réexpliquons un peu le principe de fonctionnement de l'Oxifix et où on présente les résultats de l'année précédente de la station que l'on suit. Ensuite, on a un temps pratique où on se rend sur le terrain et où on va faire un certain nombre de relevés qu'on décrira tout à l'heure. Et enfin, il y a un temps d'échange où on revient en salle, où ça nous permet de discuter sur les choses qu'on a pu voir sur le terrain, et également de mettre en perspective les résultats de cette station qui est suivie à l'échelle départementale avec les résultats nationaux. Au niveau des investigations terrain, alors elles se découpent en plusieurs paramètres selon l'organe que l'on souhaite investiguer. Alors, tout d'abord, au niveau du décanteur, on va mesurer la hauteur de boue primaire qui est accumulée dans le décanteur primaire. Et donc tout ça, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le même mesureur de boue entre tous les collègues,
pareil, le protocole scientifique que j'ai décrit tout à l'heure nous impose également les lieux, l'endroit à laquelle nous allons faire ces relevés. Parce qu'on sait très bien que dans un décanteur primaire, la hauteur debout n'est pas plane et que selon l'endroit où on va faire notre mesure, ça peut être un peu différent. Pour terminer sur le décanteur, on relève également, enfin on regarde également la bonne recirculation des bouts. Au niveau du réacteur biologique, on va déjà avoir une investigation visuelle. On va regarder la qualité du bullage, sa finesse et son homogénéité. On va regarder le développement du biofilm, son épaisseur, sa couleur. Et on va, par une sonde à oxygène, mesurer le taux d'oxygène dissous dans le réacteur biologique. Ensuite, on se rend bien au niveau du surpresseur. Le surpresseur qui, au démarrage du suivi de la station, a été branché sur un consomètre. Donc pareil, on a tous le même consomètre. Et ça nous permet de relever la consommation électrique réelle du surpresseur. Et ensuite, on se rend au niveau du clarificateur, dans la chambre de prélèvement, où nous allons faire un prélèvement ponctuel d'eau usée traitée. Et cette eau usée traitée sera donc analysée par laboratoire COFRAC et on va rechercher prioritairement, il y a les deux paramètres réglementaires que sont DBO5 et MES, mais on va également profiter pour regarder un certain nombre d'autres paramètres comme la DCO, le pH, nitrate, etc. Au niveau compilation des données, l'ensemble des données qu'on collecte est organisé en 3 segments, donc en 3 fichiers Excel distincts. On en a un pour l'accumulation des bouts, un pour la qualité de rejet et un pour l'usure des consommables, c'est-à-dire la fréquence à laquelle on a remplacé les consommables et les coûts associés. Ensuite, on a dans ces fichiers un onglet par département qui nous permet d'avoir l'ensemble des données sur une seule feuille, département par département, et une synthèse nationale, un onglet avec une synthèse nationale par équivalent habitant, notamment pour la hauteur de bout et pour les consommables. En effet, on aura un fichier pour l'Oxyfix 5EH et un fichier pour l'Oxyfix 6EH parce que, notamment pour l'accumulation de boue, on l'a dit tout à l'heure, mais le fait qu'on ait un nombre de personnes différents dans l'habitation fait qu'on ne peut pas mélanger les données d'accumulation de boue pour une 5 et pour une 6EH. De même que pour les consommables, parce que notamment le modèle de surpresseur étant différent, on ne peut pas mélanger les deux. Par contre, sur la qualité des effluents, là, nous mélangeons les deux, 5 et 6EH, parce que les qualités de rejet attendues sont les mêmes entre ces deux tailles. Maintenant, on va passer aux résultats, à proprement parler. Alors, on va balayer tour à tour la couverture des installations et ensuite on rentrera vraiment dans les données avec l'accumulation de boue, les analyses et les réflexions qu'on a menées sur le nombre de paramètres analysés et l'exploitation. Alors, la couverture des installations. En quelques chiffres, nous avons à ce jour 41 Oxyfix qui sont suivis, donc sur 41 départements, avec 98 analyses, toutes faites par des labos COFRAC. L'âge des installations suivies varie de 4 à 68 mois pour la plus ancienne. Et depuis que nous avons mis en place ce suivi ouvert aux acteurs publics, donc depuis 2013, nous avons eu le plaisir d'accueillir lors de nos demi-journées 1200 participants depuis le début, donc ce qui montre l'intérêt des acteurs de terrain à notre suivi in situ. Au niveau de la couverture, on voit sur cette carte l'ensemble des départements en jaune qui ont un suivi in situ en place. Donc on voit que déjà la répartition est assez homogène sur le territoire. Et on remarque également que la plupart des départements sont limitrophes les uns des autres. Et ça s'explique par le fait que bien souvent, quand on met en place un suivi in situ dans un département, il y a des collectivités voisines qui entendent parler de ce suivi et qui sont intéressées pour rentrer dans la démarche et du coup avec lesquelles on signe une convention tripartite. Au niveau des résultats, sur l'accumulation des bouts primaires maintenant. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va éclater entre l'Oxyfix 5 et 6EH. Donc, la première analyse de données concerne l'Oxyfix 5EH avec sur cet histogramme, en bleu, vous allez voir le volume d'accumulation de boue moyen relevé donc de 3 à 36 mois et en gris foncé, la hauteur de boue associée. Sachant que, pour rappel, le seuil réglementaire de vidange est à 30% de volume de remplissage du décanteur primaire. Alors, ce qu'on observe sur cet histogramme,
c'est que nous avons une production de boue. Par exemple, à 12 mois, nous étions à 11%, à 24 mois, 17%, et à 36 mois, 25%. Ça veut dire que si nous prenons la valeur de 25% à 36 mois, eh bien, si on fait un simple produit en croix, nous arriverions à 30% à 43 mois d'utilisation. Ça, c'est la première info importante. La deuxième, c'est qu'on voit bien qu'il y a une augmentation de l'accumulation de boue qui est linéaire, mais qui n'est pas proportionnelle. On ne passe pas, par exemple, de 11% à 22, puis à 33% à 36 mois. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous montre que dans le décanteur primaire, il y a un phénomène de stabilisation, minéralisation, et peut-être également qui peut être accentué par un phénomène d'autocompaction des boues. En effet, on peut penser que plus il y a de boue qui s'accumule dans le décanteur primaire, plus l'épaisseur est importante, et plus les couches inférieures de boue se trouvent comprimées, et donc expulsent l'eau, et ce qui augmente leur siccité. Alors, ce qui est important à voir également dans cette notion-là, c'est que on voit l'importance d'avoir un ouvrage de pré-traitement qui a une bonne capacité à retenir les boues, justement par la faiblesse de ce phénomène de stabilisation-minéralisation. Alors, il faut savoir que la capacité de rétention des boues d'un ouvrage de pré-traitement tient en deux grands paramètres. Le premier, c'est sa capacité à décanter, et le deuxième, c'est sa capacité à stocker. Donc la capacité à décanter, elle va être régie par deux paramètres principaux que sont la surface utile du décanteur primaire. En effet, plus cette surface utile va être importante et plus la vitesse du flux hydraulique va être faible, donc meilleure sera la décantation. Et on a également l'influence de la section de passage entre les compartiments. Pareil, plus votre section de passage entre compartiments est large, et donc plus le flux va passer doucement d'un compartiment à l'autre, ce qui améliore la décantation. Donc, par contre, avoir un ouvrage qui décante bien, c'est important, mais il faut également avoir un ouvrage qui a la capacité de stocker les boues sur une période la plus longue possible. Et donc c'est là où intervient le volume de décantation primaire. Lorsque nous faisons ces mesures de hauteur de boue, l'ensemble des acteurs publics qui sont présents ont pu constater qu'il y avait une absence d'odeur lorsqu'on ouvrait les trapillons, ce qui montre bien que le phénomène de fermentation n'existe que très peu, voire pas du tout, dans les décanteurs primaires. Donc c'est un signe que le décanteur primaire n'est pas en anaérobie, mais peut-être plutôt en anoxie. Je reviendrai sur cette notion quand on interprétera notamment les résultats des nitrates un petit peu plus loin. Si on passe maintenant à l'oxyfix 6EH. Alors, le volume d'accumulation de boue passe de 15% à 12 mois, puis à 18 à 24 mois, et enfin à 24% à 36 mois. Donc pareil, si nous prenons le 24% à 36 mois et que nous extrapolons par un produit en croix pour savoir à quel moment on atteint les 30%, eh bien, nous l'atteindrions à 45 mois. Et donc cette notion-là est importante, notamment à mettre en parallèle avec les fréquences de vidange qui sont écrites dans nos guides d'utilisation. En effet, si vous regardez le guide de la 5EH, nous avons été obligés d'écrire une fréquence de vidange à 19 mois et sur l'Oxyfix 6EH à 16 mois. En fait, ça s'explique par le fait que lorsque nous faisons les essais de performance des Oxyfix, donc qui sont cadrés par le protocole d'essai du marquage CE, cet essai de performance dure 11 mois. Et en fait, à l'issue de ces 11 mois, on fait une mesure de hauteur de boue et on en déduit par un simple produit en croix à l'échéance à laquelle on atteindrait les 30%. Et là, on voit bien par cet histogramme, par exemple, que à 12 mois, nous étions à 15%. Donc si on s'arrête là et qu'on fait un simple produit en croix, on peut en déduire que nous atteindrions les 30% à 24 mois. Ce qui est pas le cas dans la réalité des mesures que l'on fait sur le terrain. Si on passe maintenant à l'analyse physico-chimique de l'effluent traité, avec tout d'abord le premier paramètre réglementaire qui nous est demandé lors du marquage CE, qui est la DBO5, demande biologique en oxygène à 5 jours. Donc, pour rappel, la DBO5 va quantifier la matière organique biodégradable qui est présente dans l'effluent traité. En effet, la méthode de mesure de ce paramètre va chercher à quantifier la différence de teneur en oxygène
dans l'effluent traité entre l'instant T0 et l'instant T5 jours, sachant que l'effluent est placé dans un incubateur à l'obscurité à 20 degrés. Donc, ce qu'on va mesurer, en fait, c'est que plus on a de matière organique biodégradable dans l'effluent, et plus les micro-organismes qui sont présents dans cet effluent eh bien, vont pouvoir avoir accès entre guillemets, de la nourriture, et donc vont consommer cette matière organique. Or, ce faisant, pour leur métabolisme, ils ont également besoin d'oxygène, et donc elles vont consommer de l'oxygène dissous dans l'effluent traité. Donc c'est vraiment un paramètre important, parce qu'effectivement, si on relargue beaucoup de matière organique biodégradable dans le milieu naturel, on peut avoir une prolifération de matière organique, de micro-organismes hétérotrophes, pardon, qui vont surconsommer de l'oxygène dans le milieu récepteur et qui peuvent aboutir à du coup une carence en oxygène dissous qui peut être pénalisant pour les organismes macroscopiques comme les poissons ou les mollusques. Si on regarde maintenant les données, eh bien on voit que de 3 à 36 mois, une certaine homogénéité des valeurs en DBO5 moyenne qui tournent grosso modo autour de 10 mg par litre. Je vous ai mis également un tableau en bas de l'image où on vous montre les mini et les maxi obtenus sur ce paramètre. Alors c'est pas étonnant qu'on ait des valeurs aussi intéressantes et aussi faibles en DBO5 compte tenu du design de notre réacteur biologique, parce qu'en effet, il faut deux grands paramètres pour pouvoir consommer un maximum de matière organique biodégradable. C'est d'une part développer beaucoup de micro-organismes aérobies, et donc ça, on l'obtient par le fait que notre support bactérien, qui est sous la forme d'oxybie, a une surface spécifique de 200 m² au mètre cube. Donc une grande surface développée qui nous permet de développer beaucoup de micro-organismes aérobies. Et on a un deuxième paramètre qui est la capacité à apporter de l'oxygène à ces micro-organismes aérobies. Et ça, de même, on a plusieurs facteurs qui favorisent cela. Déjà, nos oxybies sont mis en vrac dans des filets. Donc ça veut dire que pour que l'air qui vient du fond du réacteur biologique rejoigne la surface, eh bien, il doit se frayer un chemin au travers de nos supports bactériens. Et donc, c'est un chemin qui est sinueux, ce qui permet de ralentir son accessibilité à la surface. On a également une hauteur du réacteur biologique qui est importante, qui fait quasiment 2 mètres, pareil, qui augmente le temps de séjour. Et on a un double diffuseur d'air fine bulle. Si on passe maintenant au MES, matière en suspension, qui est le deuxième paramètre réglementaire du marquage CE, là, on voit au niveau des valeurs également une certaine homogénéité, parce qu'on est grosso modo autour de 25 mg par litre. Je vous ai mis également donc le tableau avec les mini et les maxi, sachant que ce paramètre MES, on le verra un peu plus tard, mais il est très sensible et très dépendant de la qualité du prélèvement, surtout sur des ouvrages comme les nôtres, comme l'Oxyfix, qui est une culture fixée toujours immergée, où on peut avoir dans l'organe de prélèvement ou dans le clarificateur un développement de biofilm qui est facile à remobiliser quand on prélève, surtout en ponctuel. Si on passe maintenant à la DCO, donc demande chimique en oxygène moyenne, alors la DCO représente l'ensemble de la pollution carbonée de l'effluent traité, à la fois la biodégradable, mais également la non biodégradable, ce qu'on appelle le talon dur. En effet, pour mesurer cette DCO, on ajoute à l'effluent traité un oxydant puissant qu'on porte à ébullition en milieu acide. Pour rappel, ce paramètre de DCO n'est pas un paramètre réglementaire pour les stations de moins de 20 EH. Alors, au niveau des données, eh bien, on observe une baisse constante de la teneur en DCO moyenne. On passe de 97 à 75 mg par litre à 36 mois. Ça, on l'explique par le fait que lors de nos suivis in situ, on en profite pour prodiguer un certain nombre de conseils, notamment à l'usager, sur les pratiques qu'il peut avoir par rapport à la quantité de produits chimiques qu'il peut utiliser. Et on pense que les conseils qu'on prodigue au fur et à mesure du temps portent leurs fruits, et ce qui nous amène à cette diminution. On l'explique également par le fait que sur pas mal de nos suivis in situ, les Oxyfix sont installés sur des maisons neuves. Or, on sait très bien que la première année, quand on s'installe dans une maison neuve, on a pas mal de petits travaux, notamment de décoration à faire, type peinture ou papier peint, et on n'est pas à l'abri d'avoir un rejet de ce type-là dans la station. Si on passe maintenant au taux d'oxygène.
Alors, le taux d'oxygène, on voit qu'il décroît au fur et à mesure du temps, donc passant de 9,1 à 7,7 mg par litre à 36 mois. Et ça, on l'explique par le fait que, eh bien, à 3 mois, effectivement, la biomasse n'est peut-être pas encore totalement développée, en tout cas de manière définitive. Et donc, il y a encore un taux d'oxygène dissous qui est important parce que pas consommé par cette biomasse. Et ben, au fil du temps, on observe que par cette baisse de taux d'oxygène, que la biomasse continue à croître et à consommer de l'oxygène. On voit par là que c'est quand même intéressant parce que malgré les caractéristiques très favorables à la diffusion de l'oxygène de nos stations, que j'ai décrit tout à l'heure, on voit qu'à 36 mois, on est à 7,7. Donc on est bien au-delà de ce qui est recommandé techniquement pour une culture fixée. On considère qu'on doit être entre 2 et 5 mg par litre, mais quand même, on voit qu'il y a une baisse du taux d'oxygène. Au niveau des nitrates maintenant, enfin de l'azote plus précisément, on vous a présenté sur ce graphique les deux formes azotées qu'on va rechercher. Donc tout d'abord la forme ammonium, donc NH4, qui est la forme par laquelle nous rejetons notre azote sous forme d'urée, mais qui se transforme très vite en NH4, donc qui est la courbe en jaune. Et on a mis également donc, la courbe de NO3 en orange, donc de nitrate. Alors si on regarde le NH4, on voit qu'à 3 mois, nous sommes à 7,8 mg par litre. Puis, après, à partir de 12 mois, nous sommes autour de 2, donc proche du seuil de quantification. C'est très important que ce NH4 soit oxydé dans la filière. Parce que s'il ne s'oxyde pas dans la filière, ça veut dire qu'il va s'oxyder dans le milieu récepteur. Et donc, comme pour les matières organiques biodégradables tout à l'heure, si ça s'oxyde dans le milieu récepteur, eh bien, peut avoir comme conséquence de diminuer fortement le taux d'oxygène pour les organismes macroscopiques. Alors pourquoi on en a encore un petit peu à 3 mois? Alors, il faut savoir que le NH4 ne va pas s'oxyder par le simple fait de l'oxygénation du réacteur. En fait, il y a des micro-organismes autotrophes qui vont catalyser ce phénomène. En effet, elles vont utiliser pour leur métabolisme du CO2 et du NH4 et rejeter comme déchets du NO3. Et donc à 3 mois, on peut penser que eh bien, ces colonies de micro-organismes autotrophes ne sont pas encore assez développées pour pouvoir oxyder totalement le NH4. Si on regarde maintenant le NO3, alors on voit que la première année, nous sommes à une concentration moyenne en nitrate d'autour de 60 mg par litre. Et à partir de 24 mois, on a une baisse significative, parce que le taux est divisé par 2, autour de 30 mg par litre, qui se confirme également à 36 mois. Alors, ce phénomène de dénitrification, on l'explique par un double phénomène, à savoir que la dénitrification ne s'opère pas dans le clarificateur, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, mais en fait va être un effet collatéral du retour de boue. Je m'explique. Quand on a notre système de retour de boue, donc qui aspire des boues secondaires du clarificateur et qui les renvoie dans le décanteur, eh bien, on aspire également de l'eau qui est contenue dans le décanteur, dans le clarificateur, pardon, et donc qui contient de l'oxygène dissous et du NO3. Mais ce faisant, eh bien, on apporte dans le décanteur de l'oxygène. Or, cet oxygène va être consommé par des colonies de micro-organismes aérobies qui vont utiliser prioritairement l'oxygène dissous dans l'eau, mais très vite, cette quantité va être très faible, et donc ils n'auront plus que comme seule source d'oxygène le nitrate, l'oxygène du nitrate. On va également avoir ce même phénomène au niveau du réacteur biologique. En effet, plus vous allez avoir un biofilm qui va s'épaissir, et plus les couches sous-jacentes du biofilm vont se retrouver éloignées de l'oxygène dissous. Dans l'eau, en effet, les couches superficielles du biofilm vont, pour leur métabolisme, utiliser prioritairement l'oxygène dissous et vont laisser, pour les couches sous-jacentes, uniquement l'oxygène sous forme liée, donc sous forme de NO3. Donc voilà, on explique ce phénomène de dénitrification par le fait que, à 24 mois, on a une quantité de boue dans le décanteur primaire plus importante, donc certainement des micro-organismes hétérotrophes qui sont également plus importants, et par l'épaississement de notre biofilm au fil du temps. Donc on voit bien par là que notre décanteur primaire n'est pas en anaérobie, c'est-à-dire absence totale d'oxygène sous quelque forme que ce soit, mais qu'on est certainement plutôt en anoxie, c'est-à-dire absence d'oxygène dissous, mais par contre
présence d'oxygène sous forme liée au nitrate, d'où l'absence de fermentation et l'absence d'odeur. On va passer maintenant à la réflexion sur le nombre de paramètres analysés. Effectivement, on commence maintenant à avoir pas mal de recul au niveau des données qu'on peut avoir sur les paramètres. Et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait, avec les données dont on dispose, trouver des corrélations entre différents paramètres qui nous permettraient de déduire un paramètre par rapport à un autre. La première corrélation qu'on a cherchée, c'est une corrélation entre la DBO5 et la DCO. Donc, sur ce graphique, ce qu'on a placé, c'est qu'on a projeté l'ensemble de nos analyses sur ce graphe et on voit assez clairement que les points se distinguent en deux catégories. On va avoir une catégorie de points sous les 15 mg par litre en DBO5 et une autre catégorie au-dessus. Alors sur cette première catégorie qui est en orange, on voit que les points se placent qu'il y a une certaine tendance au niveau de ces points. Par contre, sur le tableau en bas, je vous ai mis les mini et les maxi des rapports DCO-DBO qu'on a obtenus et la moyenne. Et en fait, on voit bien que ce rapport, il est très variable, donc il va de 6 à 27, avec une moyenne qui est plutôt autour de 12. Donc ça, c'est intéressant parce que dans la biblio, il y a quelques études qui montrent des ratios DBO5, DCO-DBO5 sur des effluents traités et qui viennent du collectif. Et ces études bibliographiques montrent une moyenne qui est plutôt autour de 5. Donc ça tend à montrer qu'en ANC, on a plutôt un ratio qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut retrouver dans le collectif. Et si maintenant on regarde les données au-delà de 15 mg par litre, donc tout ce qui est en jaune, alors là, c'est beaucoup plus difficile à faire une interprétation parce que déjà, on a peu de points, ce qui est plutôt une bonne chose. On a peu de données au-delà de 15 mg par litre en DBO. Et là, il n'y a pas réellement de tendance qui semble se dégager. Il y a de toute manière une variabilité qui est également là, avec un mini à 3 et un maxi à 10. Donc, tout ça pour arriver à la conclusion que même s'il semble y avoir une corrélation entre ces deux paramètres, effectivement, elle est beaucoup trop variable pour qu'on puisse appliquer un simple facteur à la DCO pour en déduire la DBO5. On a fait le même travail pour chercher une corrélation entre la DCO et les MES. Et là, l'ensemble des points projetés montre également une certaine tendance, mais de même que tout à l'heure, si on regarde la variabilité du rapport, on voit qu'on passe de 0,9 à quasiment 30 en maxi, avec une moyenne qui est à 6,1. Donc là, encore une fois, la corrélation, elle est, même si elle semble être là, elle est beaucoup trop variable pour qu'on puisse se dire, tiens, en analysant uniquement la DCO, on peut en déduire les MES. Donc, en conclusion de cette réflexion que nous avons menée, nous continuerons à analyser l'ensemble des paramètres physico-chimiques, prioritairement DBO5 et MES, parce que les corrélations ne peuvent pas nous permettre de déduire leur concentration. Maintenant, je vais passer à la partie exploitation. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter dans cette partie-là? Nous allons, cette année, vous présenter tout d'abord la durée de vie des composants, c'est-à-dire la fréquence à laquelle nous avons remplacé les pièces d'usure de l'oxyfixe, donc par exemple les filtres à air, les membranes, des compresseurs ou les compresseurs eux-mêmes. Et on apporte également la notion de coût de ces remplacements. Et enfin, on va voir la consommation énergétique du compresseur. C'est d'ailleurs par cela que je vais commencer. Alors tout d'abord, si on regarde la consommation électrique annuelle d'une oxyfixe 5EH, cet histogramme présente deux notions. Donc en bas, nous avons la consommation électrique moyenne mesurée en kWh et en haut, les coûts associés. Si on regarde la consommation en kWh, nous voyons que la première année, nous sommes à 331 kWh par an. La deuxième année, 384 et la troisième année, 371. Donc on a une petite augmentation, puis une petite baisse. Alors la première augmentation, on l'explique par le fait du vieillissement des membranes. En effet, je pourrais détailler après sur la partie questions-réponses le fonctionnement d'un compresseur, mais plus la membrane va être vieille, plus elle va être rigide, et donc plus ça va impacter la consommation électrique du compresseur.
Donc pour nous, ça c'est le signe du vieillissement des membranes. Et par contre, pourquoi à 36 mois ça baisse un petit peu? Il faut savoir qu'à 24 mois, nous avons remplacé un certain nombre de filtres à air de compresseurs. Et un compresseur, pour sa consommation énergétique, il y a également la notion de contre-pression qui intervient, donc contre-pression à l'aspiration notamment, donc à travers du filtre à air. Et donc en remplaçant un certain nombre de filtres à air, on revient à une contre-pression qui est celle initiale, donc on améliore la consommation énergétique de ces compresseurs. Si on regarde sur la 6EH maintenant, alors on a éclaté les données en deux catégories. Pourquoi? Parce que nous avons deux modèles de compresseurs sur l'Oxyfix 6EH. En effet, initialement, nos Oxyfix 6EH étaient équipés d'un modèle qui est le ELS 100. Donc on va regarder d'abord ces résultats. Si on regarde la consommation énergétique, on voit que nous sommes 900, 850 et 817 à 3 ans, à 36 mois. Cette consommation nous paraissait excessive par rapport à ce compresseur, parce que si on voit les coûts associés, ça représente pour l'usager un coût d'une centaine d'euros par an, ce qui est vraiment trop important, et surtout ce qui était en discordance par rapport avec les consommations énergétiques qui étaient annoncées par le fabricant. Donc du coup, avec ces résultats, on a pu aller voir le fabricant en lui expliquant que nous, sur le terrain, on montrait des données différentes. Et effectivement, il a acté les choses et il nous a du coup proposé un modèle équivalent qui est le JDK 80, qui équipe dorénavant nos Oxyfix 6EH, dont on voit les résultats de consommation énergétique à droite, où là, en kilowattheure, nous sommes autour de 400 kWh par an, avec un coût qui est de l'ordre de 50 euros, donc qui est beaucoup plus acceptable pour un usager. Alors, à savoir que pourquoi on n'a pas de données à 36 mois sur le JDK 80, c'est qu'à ce jour, on n'a pas encore d'Oxyfix 6EH qui sont arrivés jusqu'à 36 mois de suivi. Maintenant, sur la partie remplacement des pièces d'usure et les vidanges et les coûts associés. Donc on a deux parties dans cette slide. Tout d'abord, un histogramme qui vous montre le nombre de pièces détachées qu'on a remplacées par période et dans le tableau, les coûts associés. Alors par exemple, si on regarde en vert à 12 mois, on voit qu'on a remplacé sur l'Oxyfix 5EH un seul filtre à air. Et dans le tableau, on voit que ce coût représente 10 euros et que si on divise ce coût par l'ensemble des Oxyfix 5EH qu'on a suivis pendant 12 mois, ça représente 60 centimes par station. Donc à 24 mois maintenant en bleu, on a fait 4 filtres à air, 2 têtes d'ajutage et une vidange qui représente un coût global de 260 euros, ce qui, ramené au nombre de stations, nous amène à 28 euros par station. Et à 36 mois, nous avons fait 3 filtres à air, une membrane, 3 têtes d'ajutage et une vidange pour un coût global de 315 euros, ce qui, ramené à la station, arrive à 61 euros. Ce qui est important de comprendre dans ce tableau, c'est que les coûts, bien sûr, ne s'additionnent pas. En effet, quand on a remplacé un filtre à air ou une membrane, par exemple à 24 mois, on ne va pas la remplacer à 36 mois. Donc ce qui est important de voir, c'est plutôt le coût qui est sur la dernière ligne, qui est le coût moyen sur 3 ans. C'est-à-dire qu'on a pris l'ensemble des pièces que nous avons remplacées sur la période de 36 mois et qu'on a ramené au nombre de stations suivies à 12 mois, puis plus le nombre de stations suivies à 24 mois, plus le nombre de stations suivies à 36 mois. Ce qui nous amène à un coût moyen sur 3 ans de 18,26 euros par station. Alors, le même travail a été fait sur l'Oxyfix 6EH. Donc là, on voit qu'à 12 mois, nous avons fait un remplacement de membrane et un remplacement de compresseur. À 24 mois, nous avons fait un filtre à air et à 36 mois, un compresseur. Donc, ce qui nous amène tout ça pour un coût moyen global sur 3 ans d'une quarantaine d'euros. Alors ça s'explique par le fait que nous avons déjà moins d'Oxyfix 6EH que de 5EH dans notre suivi. Donc forcément, quand on ramène au nombre de stations, on a un dénominateur qui est plus faible, donc ça augmente le résultat. Et on a également fait 2 compresseurs, donc qui représentent un coût également et qui augmente ce chiffre. Maintenant, on va passer à l'apport du suivi in situ. En effet, il faut bien comprendre que ce suivi in situ, effectivement, il est important pour des acteurs extérieurs publics, mais il sert en premier lieu à Eloi Water pour faire évoluer nos produits et nos procédures. C'est ce qu'on va voir ici. Et on verra du coup quels seront enfin les impacts de ces évolutions produits et procédures sur les résultats. Tout d'abord, les évolutions produits.
Vous savez que nous sommes à la 3e génération d'Oxyfix, hein. Nous avons eu 3 agréments, avec l'agrément 2010, 2012 et 2015, l'agrément actuel. Et lors de ces différentes évolutions produits, nous avons fait déjà évoluer nos cloisons entre les compartiments. Sur l'agrément 2010, nous étions sur des cloisons en polyéthylène. Ensuite, sur l'agrément 2012, nous étions passés sur des cloisons en inox. Et enfin, l'agrément actuel, enfin la génération actuelle 2015, nous sommes sur des cloisons béton, donc avec une autre résistance, mais surtout on a réussi à développer un béton avec une légèreté qui nous permet de ne pas impacter le poids global de l'Oxyfix. On a également fait évoluer la section de passage entre nos compartiments. En effet, sur la génération 2010-2012, nous étions par des passages avec des simples tubes plongeurs en diamètre 100, alors que sur la génération 2015, nous sommes passés à des déflecteurs, donc avec une plus large section de passage. En 3, nous avons fait également évoluer notre recirculation de bout secondaire. Je m'explique, sur la génération 2010-2012, l'air qui venait du compresseur, le tuyau d'air qui venait du compresseur, avait une réduction qui était faite par des têtes d'ajutage pour pouvoir alimenter le système de retour de bout par airlift. Or, ces têtes d'ajutage étaient une pièce sensible, hein, qui avait tendance à se boucher. Donc, sur la génération 2015, nous avons remplacé ces têtes d'ajutage par des embouts cannelés en PVC à plus grosse section de passage qui, du coup, ne se bougent plus. Et ensuite, 4e point, vous l'avez vu, on a fait évoluer notre type de surpresseur, notamment sur l'Oxyfix 6EH. Et le petit logo que vous voyez en bas à droite, c'est également le label de qualité qu'on a obtenu pour notre Oxyfix, qui est le label de qualité pour le bâtiment, le QB, qui remplace le CST BAT, donc qui est un label qui est porté par le CSTB, donc je pourrais vous en toucher 2 mots peut-être dans les questions-réponses si vous avez des questions par rapport à cela. Ce qu'on a fait également évoluer, c'est nos chambres de prélèvement. En effet, on voit sur ces différentes photos le clarificateur des 3 générations. Je vais juste prendre le pointeur. Alors, si on regarde la génération 2010, alors tout d'abord, on voit déjà la présence du tube plongeur entre le réacteur et le clarificateur. On devine aussi également, on voit là notre cloison polyéthylène, et en fait, cette cloison n'était pas totalement verticale. On voit ici qu'il y avait un petit rebord sur lequel peut se déposer de la matière et concentrer artificiellement des MES à ce niveau-là. Si on regarde maintenant la chambre de prélèvement qui est au second plan, donc on voit ici le haut de la chambre de prélèvement par lequel on vient faire le prélèvement. Et cette chambre, déjà, dans le fond de cette chambre, elle disposait d'une réduction qu'on voit ici, et en plus, le bas était coudé. Alors pourquoi on avait mis cette forme-là au niveau de la chambre? C'était pour améliorer le flux hydraulique dans le clarificateur. Mais ce faisant, en fait, on crée artificiellement des zones de stagnation et donc des zones où des MES peuvent se concentrer. Sur la génération 2012, alors on voit ici, nous étions toujours sur un tube plongeur, et par contre, la cloison, elle, en inox, devient totalement verticale, plus de stagnation. Au niveau de la chambre de prélèvement, nous avions modifié en augmentant le diamètre de la zone de prélèvement, hein, passant de 100 à 160 mm. Par contre, le fond de la chambre était toujours de la même forme, avec une réduction et un coude. Et enfin, maintenant, sur la génération 2015, nous sommes passés à une chambre de prélèvement carrée, avec des parois totalement verticales, donc sans zone morte. Et on devine également ici notre déflecteur, hein, avec une section de passage plus importante, qui va jusqu'à peu près la moitié du clarificateur. Si on regarde maintenant nos procédures de prélèvement, il faut savoir que jusqu'à 2015, lors de nos suivis in situ, nous prélevions avec des béchères que l'on plongeait directement dans la chambre de prélèvement. C'est ce qu'on voit ici. Donc, or, avec cette méthode, on s'est rendu compte assez vite qu'on remobilisait un certain nombre de MES qui s'étaient déposés dans les différents paliers qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc, c'était pas très représentatif de la réalité de l'eau qui sortait de la station. C'est pour ça qu'à partir de 2015, nous avons modifié nos procédures internes en utilisant des préleveurs avec des pompes
d'aspiration, donc avec une crépine qu'on vient plonger dans la chambre de prélèvement, qui nous permet d'aspirer l'eau traitée et de remplir notre flaconnage. Donc, on a également modifié nos procédures externes. En effet, vous pouvez constater que dans la rédaction de nos guides de la génération 2015, nous avons mis un point de vigilance lors des prélèvements en expliquant qu'il ne faut surtout pas remobiliser ou perturber le clarificateur lorsqu'on fait le prélèvement. Excusez-moi, il y a une slide. Ah oui. Alors maintenant, je suis désolé parce que je ne vois pas la slide, mais vous devez la voir. Donc, l'impact de ces évolutions. Ce qu'on a cherché à analyser ici, c'est voilà, quelle est la qualité en DBO5 et MES éclatée par génération d'agrément. Donc, on voit en bleu les résultats obtenus sur l'agrément 2012, en bleu l'agrément 2010, en orange ceux de l'agrément 2012 et en gris ceux de l'agrément 2015. Donc ce qu'on voit, c'est assez flagrant, hein, c'est qu'effectivement, d'une génération à l'autre, notamment sur les MES, eh bien, entre la génération 2010 et la génération 2015, nous divisons quasiment par deux les résultats en MES. Et si on regarde maintenant le taux, c'est-à-dire le nombre d'analyses qui sont sous le seuil des 30% réglementaires, eh bien, si on prend les résultats de l'agrément 2010-2012, nous avions 72% des analyses qui étaient sous ce seuil, alors que pour la génération 2015, eh bien, on passe le seuil psychologique des 80%, parce qu'on arrive à 82%. Nous avons fait le même travail sur les modes de prélèvement. Donc là, toute génération confondue, on a éclaté les résultats obtenus lorsqu'on a prélevé en bécher ou lorsqu'on a prélevé en pompe aspirante. Et bien là, de même, on voit les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand on a prélevé en bécher, notamment sur les MES, nous étions en moyenne à 27 mg par litre, alors que ça passe à 20 mg par litre en pompe aspirante. Et par rapport au taux de conformité, par rapport au seuil des 30%, on voit qu'en bécher, nous étions qu'à 64, alors que nous passons à 81% par pompe de prélèvement. Maintenant, quelles sont les ambitions d'Eloi Water au niveau du suivi in situ? Alors là, il y a un certain nombre d'informations importantes qui vont être dites aujourd'hui. Tout d'abord, nos conventions de suivi in situ durent 36 mois, donc nous arrivons au terme d'un certain nombre d'entre elles. Et l'une des annonces d'aujourd'hui, c'est que nous allons maintenir la mission. Nous allons renouveler l'ensemble de nos conventions qui seront arrivées à terme pour continuer à compiler des données sur l'ensemble de nos paramètres. Donc les RTR, mes collègues RTR vont se rapprocher des différentes collectivités qui sont arrivées au bout de la démarche pour effectivement renouveler la convention avec l'usager. Ensuite, ce que nous souhaiterions, c'est uniformiser la démarche et partager notre protocole et nos expériences. En effet, on sait qu'il y a d'autres suivis in situ qui ont lieu sur le territoire et on est un petit peu chacun dans notre coin, alors qu'on a forcément des choses à apprendre les uns des autres, notamment sur l'aspect protocole de prélèvement. L'autre annonce forte d'aujourd'hui, c'est que officiellement, nous allons lancer le suivi in situ sur le filtre compact XPERCO dès l'année prochaine. Donc, nous avons mis un petit peu de temps effectivement à pouvoir démarrer ce suivi. Principale raison, c'est que nous voulions aller plus loin que simplement démontrer que sur le XPERCO, on avait des fréquences de vidange acceptables et une eau qui était correctement traitée. On voulait également apporter des informations sur l'entretien du média et sur sa pérennité dans le temps. Donc il fallait qu'on bâtisse un protocole qui soit pas trop long à mettre en œuvre sur le terrain et qui nous puisse représenter le fait que le média ne demande pas d'entretien. Donc nous arrivons au bout de ce processus et nous lancerons ça l'année prochaine. Et enfin, le dernier axe, c'est qu'effectivement, nous annonçons aujourd'hui que nous allons produire un rapport de synthèse avec l'ensemble de nos résultats lorsque la majorité de nos stations seront arrivées à 36 mois de suivi. Et cette synthèse comportera notamment l'ensemble de nos données. Effectivement, c'est bien de vous présenter les moyennes des différents paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Et je pense que lorsqu'on veut faire une étude qui se dit scientifique, c'est toujours important de pouvoir partager auprès de la collectivité les données. Et ça me permet de rebondir avec
ma dernière partie, qui est justement la mise à disposition de ces données, mais à l'échelle départementale via notre outil qui s'appelle Transparence. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà cet outil, hein, mais on vous donne accès à pas mal d'informations via cet outil. Alors, c'est quoi? Transparence, déjà, c'est une plateforme web gratuite qui vous donne accès à notre traçabilité, c'est-à-dire à la localisation des installations Eloi sur votre territoire. Je pense qu'on aura l'occasion après d'échanger sur comment on récupère la traçabilité de nos produits, mais il faut savoir que si on prend la période 2014-2016, nous sommes à un taux de traçabilité de 76% et qu'on s'améliore d'année en année parce que pour le 2017, nous sommes à un taux de 85%. On répertorie également dans cet outil l'ensemble des visites d'entretien. Donc lorsqu'il y a une visite qui est faite par nos opérateurs certifiés de contrat d'entretien, eh bien, on vous donne accès aux informations et on vous donne également accès aux données de qualité de rejet qui ont été relevées sur la station qui est suivie dans votre département. Bien sûr, c'est une plateforme web qui est 100% gratuite hein, pour vous et qui est confidentielle, on le verra au niveau des usagers. Si on regarde maintenant, voilà, quelques captures d'écran de cet outil, tout d'abord, quand on parle de localisation, effectivement, vous allez avoir un outil Google Maps qui va vous pointer le parc Eloi sur votre territoire et vous allez retrouver assez vite un certain nombre d'informations comme le type de station, sa capacité en EH, la date de mise en service et l'adresse. On ne donne pas le nom du propriétaire, ça nous n'avons pas le droit. Mais en même temps, ce n'est pas une information qui est très importante parce que les propriétaires peuvent changer si le bien est vendu. En revanche, l'Oxifix, elle risque de rester là pour un moment. Si on passe maintenant au rapport d'entretien. Donc, lorsque vous avez un compte-rendu d'entretien qui est disponible, on vous donne accès à un certain nombre d'infos comme la hauteur de boue, le fonctionnement des diffuseurs, le fonctionnement d'Airlift, l'aspect des eaux et l'odeur. Il est évident que ces informations sont celles qui sont relevées par le technicien avant son intervention. Par exemple, on voit ici, Airlift, c'est considéré comme mauvais. Très certainement, nous sommes sur une génération 2010-2012 avec une tête d'ajutage et que cette tête devait être bouchée. Et dorénavant, vous avez dans le compte-rendu le commentaire du technicien qui va vous expliquer ce qu'il a fait pour remédier à ce problème. Et comme je vous l'ai indiqué, vous avez accès aux valeurs des différentes analyses qui ont été faites sur le suivi in situ de votre département. Voilà. Si cet outil vous intéresse et que vous ne le connaissez pas, vous avez le lien qui est inscrit ici. Vous pouvez vous connecter. Alors, il y a un système d'abord d'identification. Donc, vous devez mettre vos coordonnées, mettre l'ensemble de vos communes, parce que bien évidemment, on vous donne accès à la traçabilité uniquement sur le territoire sur votre territoire d'intervention. Il y a un système d'approbation, c'est-à-dire que votre RTR régional doit valider votre inscription, et ensuite vous accédez aux données. Donc, je vous remercie pour votre écoute, et je passe maintenant la main avec la parole. Oui, pardon. Merci. Ah oui, pardon. Oui, je vais vous. Non, en fait, ce que je voulais, c'était vous indiquer le lien au cas où les serveurs Eloi ne fonctionnent pas ce matin, parce que apparemment le problème est généralisé chez plusieurs personnes. Donc voilà, je vous le marque dans le. J'ai repris bêtement. Je vous le marque dans le module de chat. Et puis vous pourrez comme ça faire un copier-coller, puisque si on a la diapo, vous ne pouvez pas faire copier-coller. Et le mettre de côté si. Voilà, merci Jean-François pour cette première partie d'intervention. Voilà, j'ai fait le changement de statut, mais c'est pour vous, Laurent, donc vous allez pouvoir continuer à partir de Donc, pour clôturer un peu cette présentation, je vais présenter l'aspect collectivité. Donc, pourquoi suivi in situ?
en quoi ça nous a apporté des choses. Donc tout d'abord, dans un premier temps, je vais présenter donc la collectivité, pour expliquer un peu le pourquoi du comment, pourquoi Eloi, pourquoi être arrivé à cela, et enfin présenter un peu le suivi in situ avec ce qui nous a apporté et ce qui nous a permis de soulever comme problème ou de crainte ou de lever comme crainte. Excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe, il semblerait, sur le lien. Donc, ne le copiez pas. Je vous renvoie immédiatement le bon. Effectivement, transparence, c'est avec ANC. J'ai mis ENC. C'est souvent. Donc, je continue. Hop. Donc, tout d'abord, la présentation de la communauté de communes, donc dans la première partie. Expliquer ensuite la réhabilitation. Le contexte suivi in situ et un peu présenter les filières sur le territoire. Donc tout d'abord la communauté de communes. On est une petite collectivité donc de l'Aisne qui comporte donc 30 communes, 7000 habitants, contexte assez rural. Vous pouvez voir sur la carte, au nord-est de Paris. Donc 30 communes, 7500 habitants. Sur ces 30 communes, on en a 6 qui se trouvent en collectif et le reste donc en non collectif. Ce qui nous donne à peu près 1600 habitations qui sont donc en non collectif. Donc le SPANC. Le SPANC a donc été créé en 2004. C'est l'époque où on a repris donc la compétence et notamment avec la compétence donc de bon fonctionnement, on a récupéré aussi la compétence réhabilitation et la compétence entretien. C'est à ce moment-là donc je suis arrivé au SPANC moi en 2009 pour exercer vraiment la compétence réhabilitation et lancer les opérations de réhabilitation subventionnées par l'agence de l'eau Seine-Normandie et le conseil aussi général de l'Aisne. Donc les opérations ont démarré en 2009 et aujourd'hui on est à peu près à 450 installations réhabilitées donc depuis maintenant 8 ans. Donc ce que l'on peut voir, c'est que sur la répartition des filières donc par type, on peut observer donc sur le secteur des ports de la Thiérache qu'on est toujours sur une majorité de filières traditionnelles, parce que là on est sur des filières qui ont été mises en place déjà depuis les années 90, 2000, mais depuis donc la réhabilitation, depuis 2009, l'arrivée des premières microstations et des premiers filières compactes, on va dire, le taux n'a fait que d'augmenter. En effet, c'est donc quelque chose qui devient de plus en plus présent dans le milieu donc, du SPANC, donc les filières agréées. Alors, pourquoi nous, on a décidé donc de passer sur les microstations? Donc, avant 2009, on va présenter un petit historique pour savoir un peu le pourquoi. Donc, avant 2009, on avait sur notre secteur 2 microstations installées, mais à l'époque, on pouvait les mettre qu'en pré-traitement. Donc avec derrière tranchée d'infiltration ou filtre à sable, bon voilà, ça nous servait de pré-traitement essentiellement. C'était des dossiers qui étaient difficiles à faire passer parce qu'on avait double coût, bon voilà, donc, très peu de microstations installées avant 2009. À partir de 2009, j'ai eu d'abord une première approche des locataires via M. Schröder à l'époque, qui était venu présenter un peu l'Oxyfix. Et c'est vrai qu'on était au début des opérations de réhabilitation, on se posait un peu des questions, bon, peut-être qu'on y passera. En 2012, avec les agréments, l'arrivée des agréments, on a pu installer les premières microstations sur notre secteur. Donc les avantages, on va d'abord parler des avantages de la microstation, c'est que on a donc les dossiers qui sont simplifiés parce que voilà, techniquement c'est plus facile d'en installer. Donc les particuliers acceptent plus facilement une microstation qu'un filtre à sable, surtout si le filtre à sable doit être positionné derrière le terrain avec une mise en place de pompe. Et surtout, lors des zonages qui avaient été effectués, les zonages d'assainissement qui avaient été faits donc début 2000, on avait des habitations qui étaient répertoriées comme inaptes à l'assainissement non collectif. Alors là, ça nous permet, dans des zones où vraiment on a 10 mètres carrés de terrain, même pas dans une cour, de mettre des installations et donc d'épurer des eaux qui étaient censées ne pas être possibles. Mais bon, ça ce sont les avantages, mais il y avait quand même des craintes.
Alors les premières craintes de la microstation, c'est son coût de fonctionnement. Parce que vous savez qu'il y a un surpresseur, on se pose des questions sur le taux de remplissage. On a un peu le pendant avec le collectif où on voit qu'on produit plus de boue que sur. On pouvait penser qu'on produisait plus de boue que sur une fosse toute eau. Et surtout, savoir comment cette microstation vieillirait. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, nous, techniciens SPANC, c'est quel taux d'épuration sur les paramètres essentiels de l'assainissement collectif, donc la DBO5 et les matières en suspension. Donc le suivi in situ m'a été proposé, donc c'était en 2012. Donc pourquoi partir dans ce suivi? C'est déjà pour répondre aux questions de contrôle. Les questions vraiment typiques du technicien SPANC, ça nous permet de connaître les points observés. Parce que c'est vrai qu'un filtre à sable, on les connaît, on sait où est-ce qu'on va avoir des problèmes, une fosse toute eau, on connaît. Mais une microstation, qu'est-ce qu'il fallait observer? Comment on pouvait savoir si elle était bien posée? Si elle fonctionnait bien. Donc ce suivi in situ nous a permis déjà de voir, de connaître les points d'observation, notamment sur la recirculation, sur la pose de la cuve. On peut savoir avec le niveau d'eau si la cuve a pris, elle est bien posée droite ou si elle penche. Et surtout de pouvoir repérer les dysfonctionnements qui permettent d'éviter d'avoir une microstation qui se met à défaillir assez vite. Et ensuite, ça nous a permis aussi de répondre aux questions d'entretien, en connaissant bien les détails de fonctionnement de cette filière. Donc, pour expliquer un peu donc, la suite, donc le suivi in situ, déjà je vais expliquer un peu le contexte de la parcelle. Donc, elle a été proposée et mise en place en 2013. Et l'habitation, donc à la base, c'était une habitation qui comportait juste une fosse septique, qui commençait à se colmater. Donc les personnes venaient d'acheter la maison. On avait des eaux ménagères qui partaient directement au réseau pluvial. Et à l'époque, la famille était composée de 2 parents, 2 enfants. Depuis, on a eu une grosse évolution dans cette famille où 3 enfants sont nés, ce qui en fait presque un par an. Ce qui explique les dysfonctionnements que l'on va avoir par la suite. Donc le constat. La première chose qui a été observée assez vite sur la microstation dès les premières années, c'est qu'on s'est retrouvé avec une présence de boue sur le décanteur de microstation. Donc en surface, on avait des boues qui sont arrivées. Donc bon, rien de dramatique parce que la chambre de prélèvement est faite de telle façon qu'on ne prélevait pas ces boues, donc elles ne partaient pas, elles, vers le réseau. Donc la première chose qui a été effectuée, c'est le changement de tête d'ajutage. C'est ce qui avait été expliqué un peu plus tôt. On était sur les anciennes têtes d'ajutage, un peu plus serrées. Bon. Et puis ensuite, on a eu une refixation de la canne d'aspiration qui était apparemment fixée un peu trop haut. Elle était un peu trop haute, donc l'aspiration se faisait mal au fond de ce décanteur. Bon, malgré tout cela, le problème persiste. Il s'avère que bon, au final, ça doit être un problème de sous-dimensionnement, parce que c'est vrai que nous sommes maintenant avec 8 personnes dans l'habitation. Alors qu'à la base, l'installation a été faite pour 5 personnes, 5 EH. Donc problème de sous-dimensionnement, bon, du coup le flux doit arriver trop vite et on a des bouts qui se retrouvent dans le décanteur. Donc en conclusion sur le suivi in situ, pendant ces 3 années, on a permis donc de se familiariser avec un produit. Un produit qui fonctionne très bien, il est mis en place que dans des cas un peu particuliers où on a un manque d'espace, où les conditions techniques sont un peu compliquées. On a été rassuré sur le fonctionnement aussi parce que on était quand même, malgré ce sous-dimensionnement, malgré les résultats sont toujours bons. Le rejet de MES, de DBO5, on est toujours en dessous des concentrations qu'on nous demande. Donc on est toujours dans les normes de rejet. Et enfin, quelque chose aussi qui était pas mal, c'est lors de ces suivis in situ,
on a pu réaliser des échanges entre Spank. C'est quelque chose qu'on ne fait plus beaucoup, qui avait été fait au début dans l'aide avant que j'arrive en 2009. Des échanges où on peut discuter parce que lorsque l'on réalise donc une matinée suivie in situ, il y a d'abord la présentation, l'arrivée sur le terrain, et après ça, il y a toujours un petit moment de convivialité où là, on discute avec les autres techniciens Spank sur les problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain. Ou voilà, on ne discute pas que microstation. C'est aussi un bon côté, un bon point positif de ces suivis. Et si c'est quelque chose qui peut continuer, ça peut, ça serait pas mal parce que c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir discuter avec d'autres techniciens des problèmes qu'on rencontre sur des dossiers un peu difficiles. Voilà. Donc je passe la main. Bien, merci beaucoup. En effet, c'est une belle démarche que vous menez avec un beau partenariat public-privé. J'ai pas de questions là, mais je pense qu'il est temps de vous rappeler, pardon, je remets le micro, il est temps de vous rappeler que vous avez donc à votre disposition ce module de chat qui vous permet donc d'interagir avec les intervenants de cette matinée. Je vous laisse quelques minutes pour poser vos questions, sachant que d'habitude, vous le savez, je vous indique les liens des anciennes conférences. Là, je ne l'ai pas fait puisque les liens ne sont pas actifs ce matin, de problème Internet. Donc, ce que je vous disais, c'est que sur notre site internet, vous avez un espace formation. Dans cet espace formation, il vous suffit de taper suivi in situ et à ce moment-là, vous aurez toutes les conférences qu'on a organisées avec Eloi Water, donc l'année dernière, l'année d'avant, hein, depuis le début, donc il y en a 4, depuis le début de cette campagne suivi in situ. Vous pourrez donc reprendre justement, retélécharger les supports de conférences, reprendre les notes et puis voir un peu le suivi. Alors, j'ai une première question qui arrive, il me semble. Voilà. Monsieur ou madame donc Oujani, le nombre d'équivalents habitants est calculé en fonction de la superficie du logement ou en fonction du nombre de personnes qui occupent le logement? Très bonne question. Alors en fait, le nombre d'équivalents habitants est régi par le code de construction et de l'habitat. Et ce code est très clair, c'est-à-dire que est considéré comme une pièce principale les salles destinées au séjour et au sommeil. Donc on regarde la capacité d'accueil en fait du logement. Donc concrètement le nombre de chambres et le nombre de salons séjour. Donc ça se fait pas en fonction de la superficie ni en fonction du nombre de personnes qui occupent, mais en fonction du nombre de pièces principales qu'il y a dans le logement. Ça permet de rebondir parce que tu avais parlé donc de partenariat public-privé. Oui. C'est vrai que c'est une notion que j'ai pas expliquée dans la présentation, mais il faut savoir que les conventions tripartites qu'on signe avec les collectivités sont toutes passées en préfecture, en contrôle de légalité, hein, qui vérifie bien évidemment que quand la collectivité signe un document avec un acteur privé, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts ou autre. Et donc nos 41 conventions sont bien sûr passées sous ce contrôle de légalité. Hein. Donc une crainte à avoir pour une collectivité qui voudrait par exemple intégrer notre démarche sur l'expert. Alors bon, là, c'est vrai que c'était peut-être même un peu réducteur de dire public-privé, puisque finalement, vous allez aussi chez l'usager, donc on est au-delà de 2 acteurs. Donc, j'ai une question qui vient d'arriver. Bonjour, avez-vous fait des volumes de boue dans le clarificateur? Si oui, quel volume avez-vous constaté? Donc, est-ce que vous avez mesuré les volumes de boue et si oui, quels sont vos résultats? Alors non, on n'a pas fait de mesure d'auteur de boue pour la raison que on ne doit pas en avoir. On ne doit pas avoir de boue secondaire dans le clarificateur parce qu'on a un système de retour de boue permanent au niveau de nos systèmes oxyfixes qui aspire
les boues dans le fond du clarificateur et qui les renvoie dans le décanteur. Donc, non, il n'y a pas de boue dans le clarif, donc on ne fait pas de mesure de boue dans le clarificateur. Peut-être qu'on pourrait... En fait, bon, malheureusement, on ne voit pas le fond du clarificateur, mais ici, cette partie ici, donc on est dans le clarificateur, hein, on voit le tuyau qui sort de la station. On devine ici un tuyau qui va jusqu'au fond. Et en fait, ce tuyau est le système qui permet d'aspirer les boues dans le fond du clarificateur et de les renvoyer dans le décanteur. C'est un système d'airlift, donc c'est un système qu'on alimente uniquement par de l'air qui vient du compresseur et qui, par une différence de pression, va permettre d'aspirer les boues du fond et de les renvoyer en tête. Et ce qu'on devine un peu ici, c'est que, bien évidemment, le fond du clarificateur n'est pas plat. Il y a des parois qui sont inclinées, qui permet bien de concentrer les boues secondaires dans une zone à faible surface pour pouvoir aspirer l'ensemble des boues qui décantent dans le fond du clarificateur. Là, de Madame Grosjean qui s'étonne de voir donc une intervention d'un SPANC aux côtés d'Eloi Water. Est-ce que dans votre SPANC, vous mettez en avant la microstation Eloi Water par rapport aux autres systèmes et marques? Alors je tiens juste à rappeler une chose, c'est que Ideal Connaissance met en avant les retours d'expérience, qu'ici aujourd'hui vous avez eu un retour d'expérience sur un produit bien sûr en particulier, mais il n'y a pas en effet enfin, comment pourrait-on dire cela, de mise en avant d'un produit plutôt qu'un autre. C'est juste qu'Eloi finalement a pris en main un suivi in situ interne sur son produit. Parce que vous savez, il y a une enquête nationale de suivi in situ. Là, on parle bien du suivi in situ qui est lié à Eloi. Donc, Eloi a mené une enquête, une étude de suivi in situ en interne. Et dans ce cas, nous, on apporte l'expérience, donc le retour d'expérience, avec bien sûr la collectivité, le SPANC en question, puisque c'est le SPANC qui réalise aussi le contrôle. Après, dans vos missions au quotidien, non, on n'a pas de préférence. La seule chose que j'explique donc à mes administrés, c'est sur les microstations, leur choix, c'est qu'il faut qu'on ait un décanteur primaire d'une assez grosse importance pour éviter les vidanges accélérés. Donc on a plusieurs types de microstations qui rentrent dans ces cadres-là, dont l'Oxyfix. Mais non, je ne favorise pas Eloi sur mon secteur, j'en ai d'autres marques, autant que d'Oxyfix. Non, il n'y a pas de préférence. C'est juste que Eloi Water ont été les seuls à nous proposer ce suivi in situ. Et c'est pour ça que je suis là en train d'expliquer un peu ce retour d'expérience. Alors malheureusement, en effet, on n'a pas le retour d'autres sociétés. Vous avez quand même, logiquement, mais on est ouvert d'ailleurs, s'il y a d'autres retours à partager. Mais vous avez sur le site internet donc du réseau, quand il fonctionnera, l'intervention qui y a été présentée en plénière d'ouverture aux assises de l'ANC de cette année. Je ne sais pas si vous y étiez. Donc vous retrouverez les supports d'intervention et puis normalement la vidéo qui a dû être publiée. Donc là, vous avez une étude nationale de suivi in situ. Alors bien sûr, vous n'avez pas les marques des procédés, c'est beaucoup trop simple, mais les résultats sont classés par filière. Et là, vous avez une idée sur justement la qualité du fonctionnement des installations. Le but de cette webconférence, effectivement, c'est de présenter les résultats du suivi in situ d'Eloi Water. Effectivement, on sait qu'il y a d'autres suivis in situ qui ont lieu un peu partout. Celle-là en fait partie, il y en a d'autres, notamment une étude du Tarn. Maintenant, nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il y ait des suivis qui soient faits
un peu chacun dans notre coin, alors qu'on a forcément des choses à partager et à échanger entre nous. Donc, et par rapport au conflit d'intérêts, non. Justement, la convention tripartite est justement là pour bien définir les rôles et les responsabilités de chacun. Et en aucun cas, le SPANC ne peut être taxé de quelconque collusion avec les collaborateurs. Ça, c'est vraiment cadré. Et c'est pour ça que c'était important de rappeler le contrôle de légalité qui est fait à la préfecture. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas aucun souci pour la collectivité. Alors, Laurence, bonjour. Y a-t-il eu une corrélation entre la consommation d'eau potable des habitants et la production de boue du décanteur plutôt que le nombre d'usagers? Bonjour Madame Adamus. Merci pour votre question. La corrélation, elle va plutôt se faire sur le nombre d'habitants que sur la consommation d'eau. Après, on n'a pas forcément éclaté les données jusqu'à ce point de détail-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on fera notamment sur le rapport qu'on rédigera. Mais des premières analyses et des premières observations comme ça, c'est plutôt le nombre d'habitants qui va impacter la production d'eau. Alors, il y a une question qui vient de monsieur ou madame Lalard. Que prévoit la Convention en cas de résultat hors norme? Eh bien, elle prévoit de continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune clause qui dit que si la station, les rejets ne sont pas conformes, elle sort du programme de suivi in situ. Non. Donc, que ce soit bon ou mauvais, on continue à la suivre. Alors, si on revient sur la présentation, vous avez remarqué qu'il y avait donc le support, hein, et puis il y a des filets. Alors, il y a une question qui provient de monsieur ou madame receveur. Alors, je pense que c'est peut-être pas son nom, mais comment on entretient ces filets-là? Alors, effectivement, il y a cette question sur le filet qui est intéressante, mais en fait, elle va même plus loin cette question, parce que c'est l'entretien du réacteur et des supports bactériens. Je pense que c'est plutôt ça que M. Receveur voulait expliquer. Parce qu'effectivement, on va avoir de la biomasse aérobie qui va se fixer sur les oxybies, donc sur notre support, mais également sur le filet. Or, l'épaisseur du biofilm, en fait, va s'adapter à la quantité de pollution et il n'y a pas d'entretien à prévoir dessus. Dans le sens où, lorsque vous allez avoir un biofilm qui va s'épaissir, arrivé à un certain stade, et on l'a dit tout à l'heure, hein, les couches sous-jacentes, eh bien, même si elles ont de l'oxygène sous forme liée de nitrate, arrive un moment où elles n'en ont plus, et donc elles meurent, et ce faisant, elles se détachent. Et donc, par le bullage, ces biofilms le détachement est accéléré et amélioré par le bullage qui crée des mouvements dans le réacteur, et donc ces biofilms se détachent tout seuls et partent par débordement dans le clarificateur. Donc il n'y a pas d'entretien spécifique à faire au niveau du réacteur. Alors, est-ce que Sophie Piel, elle demande, est-ce que vous avez des données sur les résultats des performances sur le paramètre phosphore total dans le cadre du suivi in situ? C'est un paramètre que vous avez suivi? Oui, c'est un paramètre qu'on a suivi. Alors c'est vrai que cette année, j'ai pas choisi de le montrer par manque de temps vis-à-vis de la présentation, parce qu'on a présenté d'autres informations cette année. Mais oui, on l'a. C'est quelque chose que je peux communiquer par la suite. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est vrai que, par exemple, le pH également, c'est une donnée que j'ai pas présentée cette année. Voilà, j'ai fait un choix en éliminant quelques paramètres qui nous semblaient être pas forcément très intéressants au regard de ceux qu'on a présentés aujourd'hui. Donc, on a des données, je peux les mettre à disposition. Je vous invite à me faire un petit mail, par exemple, et je vous enverrai ça sans problème. Ce qu'on peut faire, c'est les partager à toute la communauté. Oui. Dans ce cas, peut-être que ce que je vous propose, c'est peut-être de rajouter quelques diapos avant que nous puissions, pour que nous puissions le publier en direct sur la plateforme. Très bien. Voilà, de toute façon, la vidéo est enregistrée. Sachez que vous pourrez revenir voir cette vidéo quand vous le souhaitez. Et donc, sur la page de formation, on vous mettra le support à jour.
JB, quelle est la périodicité des visites donc de bon fonctionnement de la communauté de communes? Prévoit-elle des périodicités différentes selon les filières et des conclusions de visite de fonctionnement? Alors, notre périodicité actuellement, elle est de 4 ans. On est en train de changer. On va passer sur 10 ans, mais on va travailler un peu sur l'entretien, parce qu'on va démarrer l'entretien l'année prochaine. Et les personnes donc, qui désireront faire l'entretien, faire entretenir leur installation par la communauté de communes, voilà, c'est là où on aura des fréquences peut-être différentes. C'est ce qu'on est en train de rechercher. Donc sur les microstations, on aura peut-être un passage qui sera plus fréquent que sur un film traçable. Donc pour l'instant, c'est 4 ans. Ça passera à 10 ans. C'est les élus qui ont voulu qu'on passe les contrôles de bon fonctionnement sur 10 ans. Et c'est avec l'entretien qu'on va pouvoir peut-être jouer sur un retour plus rapide sur les microstations, parce que je pense que sur une microstation, il faut revenir plus souvent. On a quand même le compresseur à entretenir, il y a des petites choses qu'il faut toujours regarder. Donc c'est ce que l'on va mettre en place cette année. Alors, monsieur ou madame Lachassagne revient sur l'étude de suivi in situ d'IRSTEA, donc qui a été publiée récemment, et remonte que, en effet, donc sur les dispositifs de culture fixés étudiés, IRSTEA a des données, donc qui a des résultats qui semblent supérieurs à ce que vous avez présenté. Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est cette différence? Est-ce que c'est lié peut-être à l'entretien de vos installations qui est fait plus régulièrement? Enfin, voilà, quelle est selon vous l'explication? Alors, déjà comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le but de cette webconférence n'est pas de répondre de manière à l'étude IRSTEA. On fait des suivis in situ depuis 4 ans. On n'a pas attendu que cette étude sorte pour faire du suivi, pour avoir des données sur nos machines. Maintenant, vous me posez la question, donc je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Il y a quand même des différences, et nous, c'est pour ça qu'on a un souhait de partage de protocoles et de nos expériences, notamment au niveau du prélèvement. Alors, étude IRSTEA, pour rappel, effectivement, on a des oxyfixes, on a une vingtaine qui ont été investigués. Mais les générations d'oxyfixes investiguées sont déjà des générations 2010-2012. On n'a aucune génération 2015 qui a été investiguée. Or, on a vu dans cette présentation qu'on a fait évoluer pas mal nos produits et surtout l'ouvrage de prélèvement. Également, l'étude IRSTEA a réalisé beaucoup de prélèvements ponctuels. Or, on sait très bien qu'un prélèvement ponctuel est beaucoup plus sensible aux problématiques de relargage de MES dans la chambre de prélèvement. C'est d'ailleurs ce paramètre-là qui est un peu plus faible. La DBO5 sur cette étude est très bonne pour notre filière. L'entretien également. Et il n'y a que ce paramètre MES, mais vous avez vu grâce à cette présentation que le mode de prélèvement est très important. Et donc c'est en cela où nous qui faisons du prélèvement très régulièrement dans nos filières que l'on connaît et qu'on a l'habitude de prélever, eh bien même nous, des fois ça nous arrive de faire toucher la crépine sur le bord de la chambre de prélèvement et d'aspirer tout de suite les MES qui ont été remis en suspension et dans l'échantillon. Voilà. Il nous semble que un prélèvement 24 heures serait plus représentatif de la réalité de ce qui sort de l'installation. On va dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Oui. En fait, on ne l'a pas fait parce que, déjà, un prélèvement 24 heures, c'est assez lourd à mettre en œuvre, et que, justement, les résultats qu'on obtient avec du ponctuel sont beaucoup plus sensibles à la qualité de prélèvement, donc beaucoup plus risqués. Ça veut dire que les valeurs que vous obtenez avec du ponctuel sont sécuritaires par rapport à ce que vous allez avoir sur du 24 heures. D'ailleurs, l'étude IRSTEA le dit, à un moment, elle explique qu'elle a bien observé qu'il y a des différences de qualité entre ce qu'elle a fait en 24 heures et ce qu'elle a fait en ponctuel. Or, tout est un petit peu mélangé à la fin. Donc voilà un peu comment on explique les différences par rapport à ça. Mais on est vraiment dans une volonté d'ouverture par rapport aux acteurs qui ont mené cette étude. Voilà, effectivement, il y a un débat entre prélèvement ponctuel et prélèvement 24 heures, enfin du moins en fonction
du débit aussi, hein. Donc, JB, il me semble que vous avez présenté les résultats avec un autre modèle de surpresseur. Donc, on va essayer de revenir sur cette diapo, puisqu'il veut qu'on revienne à cette diapo. Est-ce que vous vous rappelez Oui, sur l'Oxyfix 6. La première génération de compresseurs qui équipait les Oxyfix 6EH, qui est le LS100, et la nouvelle génération qui est le JDK 80. Donc, lorsque nous faisions les premiers suivis in situ sur les premières générations donc, de compresseurs ELS100, on s'est aperçu très vite que les consommations énergétiques de ce compresseur étaient beaucoup trop importantes par rapport à la fiche technique du compresseur et surtout par rapport à ce qu'un usager est en droit d'accepter comme consommation énergétique hein, pour sa filière, quasiment à une centaine d'euros, ce qui est vraiment important. Donc c'est grâce à ces données-là qu'on a pu aller voir le fabricant du surpresseur pour lui expliquer que ces courbes de concentration qu'il nous avait annoncées, sur le terrain, on ne retrouvait pas du tout ça. Et donc, il a travaillé le sujet et il nous a proposé un modèle équivalent en termes de performance et beaucoup moins gourmand, qui est le JDK 80, qui équipe une partie du parc Oxyfix 6EH qu'on suit. Et donc, qui donne des résultats de consommation énergétique autour de 400 kWh. Donc, on revient sur une cinquantaine d'euros en coût d'électricité par an. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, je reviens sur les questions. Suite à ces résultats, donc c'est Laurence qui rebondit, hein, une réévaluation des coûts à 15 ans du guide a-t-elle été réalisée? Alors, je pense que vous voulez parler de la production de boue. Parce que tout ce qui est pièces détachées, on avait déjà pris en compte ça dans nos guides. En ce qui concerne la réévaluation des coûts sur la fréquence de vidange, malheureusement, ce ne sera pas possible. On ne pourra pas demander aux organismes notifiés au ministère d'utiliser nos données pour espacer les fréquences de vidange qu'on a écrites. Hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces fréquences de vidange, elles sont estimée par une mesure de boue, l'auteur de boue qui est faite à la fin du protocole marquage CE, donc au bout de 11 mois, et on en fait un simple produit en croix pour déterminer à quel moment on atteint les 30%. Et ça, malheureusement, on ne pourra pas le changer. Donc JB rebondit là sur le surpresseur. Il semble que ce surpresseur ELS 100 est agréé uniquement pour le 7 équivalent habitant. Quid vis-à-vis de l'agrément en vigueur pour le 6? J'ai pas les données sous les yeux, mais à mon avis, ça m'étonne. Ah non, alors voilà. Autant pour moi, agrément 2012 018. Voilà. Ça arrive. Je pense que c'est une erreur. Ouais. C'est pas le genre de la maison de mettre des surpresseurs qui sont pas agréés. Alors, le diffuseur a certainement une durée de vie que vous avez peut-être pu quantifier. Quelle est-elle et alors quel est le coût de son remplacement? Alors, on n'a pas remplacé le diffuseur d'un, comme vous l'avez vu, heureusement, hein, sur des suivis au bout de 3 ans, si on devait remplacer les diffuseurs, ça serait un peu inquiétant. En durée de vie, on est sur 8-10 ans. Par contre, je vous avoue que le coût, là, je ne l'ai pas en tête, je ne pourrais pas vous répondre. J'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est important à voir, c'est qu'il y a le coût du diffuseur, mais il va y avoir aussi, on va dire, la manière dont on peut y accéder. Et ça, c'est important parce que vous savez que notre support bactérien, il est mis dans des filets, donc qui peuvent être extraits par le trou d'homme. Donc, c'est assez facile d'aller accéder au diffuseur et de les changer. Ce n'est pas forcément le cas partout. Bien, alors je n'ai plus de questions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux pour cette intervention ce matin à 2 voix. Merci pour votre participation. Et puis merci à vous qui étiez malgré